Bonjour, bienvenue sur Histoire à faire peur pour écouter la seconde et dernière partie de l'histoire du manoir de Brackenridge. J'espère que vous allez bien et surtout qu'à la fin de cette histoire ce ne sera plus le cas. Je suis là pour ça. Souvenez-vous des propos que Maud, la voisine de John et Margaret, avait tenus. Et suite à ces propos, qui avaient indiqué que le fils des Brackenridge, il y a quelques années de cela, je crois qu'il y a 15 ans de cela, avait étranglé ses parents avant de les éventrer et jouer avec leurs entrailles, eh bien tout cela avait terrorisé Margaret. En fait, la première chose qu'elle avait voulu faire après cet entretien, après cette rencontre, après pourtant cette journée tellement extraordinaire, tellement palpitante, tellement reposante, où John et Margaret avaient l'impression de se retrouver, eh bien là, elle avait simplement envie de partir le plus vite possible, prendre quelques nuits de sommeil, quelques nuits de repos dans l'auberge du village et de surtout quitter ce manoir. Mais en fait, elle le voulait immédiatement, là, maintenant. Elle allait faire ses valises, elle allait reprendre son matériel de photographie et ils allaient partir immédiatement. Mais non. John ne voulait pas. John lui dit qu'il fallait garder raison, que tout cela n'était qu'une chose, qu'un fait divers qui s'était produit il y a maintenant près de 15 ans et que ça n'avait plus rien à voir avec ce qui se passait maintenant. Aujourd'hui, le manoir était un endroit très reposant et très calme et qu'il n'y avait absolument aucun problème, alors qu'il n'y avait aucune raison de partir. Pourtant, le soir, encore une fois, Margaret entendit des craquements, des sifflements, même peut-être des pas, et elle était extrêmement mal à l'aise, mais encore une fois, John la calma et lui dit « Mais non, mais arrête, arrête de te laisser dominer par tes émotions, arrête de te laisser dominer par ton imagination, car tout cela n'est que dans ta tête. Justement, apprends à te maîtriser, apprends à reprendre goût à la vie. Certes, pour l'instant, tu te fais aider par quelques médicaments le matin, mais tu vas pas passer ta vie à prendre des médicaments, à t'abrutir, à aller toujours chez les psychologues, des psychiatres et passer ta vie dans des cabinets médicaux. Réapprends justement à vivre, réapprends à te maîtriser, s'il te plaît. S'il te plaît, ma chérie. » Cette demande fut vraiment une implication à son épouse. Comme je vous l'avais dit, John, tout comme Margaret d'ailleurs, voulait que leur vie normale reprenne. Il voulait avoir des enfants, il voulait acheter des chiens, des hamsters, aller dans des réunions de parents d'élèves. Tout ça mais les lassait énormément. Tous ces problèmes, tous les problèmes auxquels ils avaient dû faire face étaient maintenant derrière eux, ils voulaient passer à autre chose. Donc, John prit véritablement le temps, la nuit qui suivit, de dire à Margaret « Arrête, 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 repose-toi, calme-toi et laisse venir à toi la vie normale et le cycle de la vie qui reprend. » Encore une fois, Margaret se laissa faire. Elle se dit qu'après tout, son mari avait raison et qu'il n'y avait aucun problème, que tout allait bien se passer. Le lendemain, pourtant, à la première heure, alors que les bureaux du Western Mail de Huxley ouvraient à 9h, eh bien, Margaret était devant la porte. Elle attendait un monsieur qui s'appelait Philip McManus, qui s'était à l'époque occupé de ce problème, occupé de cette affaire, de ce fait divers. Excusez-moi, j'en bafouille, tellement l'affaire était importante à l'époque. Effectivement, elle avait défrayé la chronique, même la BBC était venue, et pas seulement la BBC Wales, toute la BBC, et donc avait parlé de ce meurtre absolument épouvantable de ce jeune homme qui à l'époque devait avoir 15 ans, et qui avait donc étranglé puis éventré ses parents. Il lui raconta rapidement la situation. Il lui dit que, au départ, il avait l'air tout à fait normal, comme beaucoup de jeunes du Pays de Galles, il faisait du rugby, il avait des copines, et un jour,
un jour, on ne sait pas pourquoi, il lui avait pris comme un coup de folie et on avait retrouvé dans son journal intime et dans différentes notes qu'il avait pris, on s'était rendu compte que son profond désir était d'assassiner ses parents pour être libre, car il les détestait, il les haïssait et il voulait les détruire. D'ailleurs, il fit remarquer à Margaret qu'il avait une petite habitude, semble-t-il, tout le monde disait ça, c'est de chantonner. Mais de ne pas chantonner n'importe quoi, de chantonner, vous savez, des berceuses pour enfants, des choses un peu douces, alors qu'il était animé de sentiments et d'intentions extrêmement violentes et extrêmement cruelles. John n'en pouvait plus. John n'en pouvait plus parce que au bout d'une heure et demie, Margaret était rentrée dans les locaux du Wall Street Mail à 9 heures et à presque 10h30, 11 heures, elle s'y trouvait toujours. Donc il vint la chercher, ils allèrent se balader un petit peu encore pour prendre l'air, ils allèrent manger quelque chose, enfin, je ne sais pas, vous savez, quelque chose de très exotique, de la cuisine britannique, dans un petit pub pas loin, et même John avait loué une voiture pour aller encore plus loin, pour prendre l'air, pour profiter de la forêt, pour profiter des lacs, pour profiter des rivières, juste pour un peu casser l'ambiance, juste pour un peu être bien et s'éloigner même du manoir, et peut-être faudrait-il en fait interrompre, voire écourter ce séjour pour aller ailleurs, parce que là, il sentait, ce pauvre John, que ça n'allait pas aller en s'arrangeant. D'ailleurs, un moment, lors du déjeuner, Margaret alla aux toilettes, et en fait, il ne la voyait pas revenir. Donc, au bout de 20 minutes, il alla dans les toilettes des femmes, et heureusement, seule Margaret s'y trouvait, et il la trouva au téléphone. Je lui dis, mais encore une fois, que se passe-t-il? Il allait lui arracher pratiquement le téléphone des mains parce qu'il en avait plus cassé. Il lui dit, mais que se passe-t-il? Que veux-tu? Qu'es-tu en train de faire? Eh bien, Margaret lui dit, écoute, moi j'en peux plus, cette histoire me pèse, je viens moi-même de traverser une période très difficile, et je sais que toi aussi ça a été très difficile, je viens de téléphoner à l'asile psychiatrique, où je crois que c'est se prénommé Bradley, le fils donc des Blackenridge, avait été interné il y a de cela quelques années, et je lui avais véritablement demandé si aujourd'hui encore il s'y trouvait. Et en fait, personne n'a voulu me répondre sous prétexte du secret professionnel. Mais moi, je m'en fous du secret professionnel. Moi, s'il faut rester encore ici 3 semaines, moi, je vais y aller dans l'asile psychiatrique. Je vais prendre un rendez-vous avec le directeur et je veux voir ce gars-là pour être sûr qu'il est toujours bien fermé dans sa camisole. Tu imagines si, je sais pas, s'il n'y est plus, je sais pas, s'il s'est échappé, s'ils sont laissés libres, s'ils l'ont laissé libre et s'ils ne veulent pas le dire. Encore une fois, John, cette fois-ci, lâcha l'affaire. Il n'en pouvait plus non plus et il se promenait encore et il voyait bien que ça y est. Margaret recommençait à être tendue, à être absente et reprenait ses cachets. Elle en avait pris d'autres à prendre dans la journée en cas de crise d'angoisse et ça y est, c'était parti. Mais bon, il se dit encore qu'une bonne nuit de sommeil allait tout arranger. Et une nouvelle fois, eh bien la nuit tomba sur le manoir des Blackenridge et ils rentrèrent dans leur chambre, ils burent un thé. Encore une fois, Margaret dit à son mari qu'elle avait posé les coupes, non pas les coupes, mais les tasses de café, les tasses de thé à un endroit. Elle avait l'impression qu'elle s'était déplacée, mais John n'y prit même pas attention tellement il était véritablement lassé, car il sentait bien que son couple était véritablement en danger. Il ne dit rien. Chacun burent leur thé, je crois que c'était un Earl Grey, et ils se couchèrent très rapidement. Ils dormirent très profondément, très rapidement également. Ce Earl Grey, véritablement, leur firent beaucoup de bien. Dodo, l'enfant
l'enfant dormira bien vite. Il avait entendu du bruit depuis quelques jours. Ces deux personnes qui étaient dans le manoir n'avaient pas à y être. C'est pour cela qu'il avait pris leur appareil photo pour ensuite le remettre à une autre place, ou même à la même place, il ne savait plus trop, parce que depuis qu'il s'était échappé de l'asile, eh bien, il avait complètement perdu la tête, oui. Il avait tué ses parents il y a 15 ans, mais il était revenu à la maison, dans une pièce au rez-de-chaussée, qui donnait sur une pièce au sous-sol, et qui donnait même sur une pièce dans un autre endroit du manoir, et plus personne ne pourrait le retrouver. Il en avait assez de ces gens. Il ne les connaissait pas. Il avait eu envie de tuer ses parents, mais lui aussi. Eux aussi, tous ces gens. Il avait envie de les tuer. C'est pour cela que là, ce soir, il avait mis un peu d'arsenic dans leur thé, de manière à ce qu'ils sombrent rapidement dans un profond sommeil. Dodo, l'enfant dormira bien vite. Comme pour ses parents, il les regarda longtemps, allongés, là, comme des bêtes, dans le lit, et lorsqu'il étrangla la jeune femme, qui était très belle, avec de gros seins, eh bien il banda, il était presque prêt à jouir. Lorsqu'il fit de même pour l'homme, ce ne fut pas le cas. En revanche, lui aussi, il le trouvait beau. Il aurait beaucoup aimé avoir son physique. Ça y est, ils étaient morts. Maintenant, il allait pouvoir passer à l'étape suivante. Comme à son habitude, il prit un couteau de cuisine, vous savez, un gros couteau de boucher, et il leur ouvrit les entrailles. Comme pour ses parents, il arracha une pièce, une autre. C'était drôle. C'était comme un jouet pour les enfants. Vous savez, c'était ce jouet qu'on appelait Docteur Maboul. Il enleva plein de choses à l'intérieur de ces gens qu'il ne connaissait pas et dont il se fichait éperdument. La seule chose qu'il voulait, c'est être tranquille, chez lui, dans son manoir. Dodo, l'enfant dormira bien vite. Ça y est, c'était fait. Ils étaient morts. Il allait retourner dans sa pièce, caché, loin de tous. Et plus personne ne viendrait. Plus personne ne viendrait au manoir des Blackenridge. À dimanche prochain. Salut!